Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, des malades désertent un hôpital pour la vétusté des infrastructures et un personnel médical sans salaire depuis un an. Ces patients ont décidé de se prendre en charge dans leur domicile. Vous découvrirez dans ce journal le centre de santé intégré de Meyo à Ebolova ou la décrépitude de ce centre de santé de Meyo à Ebolova dans la région du Sud. À un mois de l'élection présidentielle au Nigeria, la polémique enfle dans le pays en raison de la récurrence des attentats terroristes. La commission électorale penche pour un report, voire l'annulation pure et simple du scrutin. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, les malades ou les patients du centre Les Populations d'Ebolova 1er boudent le centre de santé intégré de Meyo. Faute d'équipements médicaux de pointe et d'énergie électrique, les malades refusent de se faire soigner dans un cadre délabré et de surcroît par un personnel médical sans salaire depuis un an. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. La hauteur des herbes en dit long sur le fonctionnement du centre de santé intégré de Meyoville. Une fois que nous franchissons la porte d'entrée, pas l'ombre d'un seul patient au sein de la structure sanitaire. Seule une infirmière essaie tant bien que mal de s'occuper. N'allez surtout pas croire que des gens ne tombent pas malades dans ce village de l'arrondissement d'Ebolova 1er. C'est que les structures d'accueil et le plateau technique n'encouragent personne à y rester. Les populations préférant souffrir à domicile que d'aggraver leur cas ici. Quand il pleut vraiment, c'est déplorable parce que l'eau chouette de partout. Partout, comme vous voyez là. La toiture est déjà presque pourrie. Actuellement, nous avons un court-circuit. Chaque fois qu'on met les ampoules, ça ne fait pas 2 jours, ça se grille. Et nous sommes obligés de rester dans le noir. Donc l'hôpital est actuellement dans le noir. Parfois, quand un malade vient dans la nuit, nous sommes obligés d'utiliser nos téléphones pour consulter, pour faire les soins. Parfois, on demande aux malades d'aller ailleurs. La visite des différents compartiments confirme effectivement que le centre de santé intégré de Meyoville est un grand malade qui a plus que jamais besoin d'une prise en charge totale et complète. C'est un centre de santé intégré, mais c'est de nom. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de médicaments. Les patients sont obligés de se porter en ville parce que vous allez arriver dans des chambres là-bas, même des matelas, des lits d'hospitalisation, il n'y a rien. Donc c'est juste un centre et le centre même est gâté. Nous avons un problème de matériel, un problème de médicaments même. La pharmacie est vide. Nous avons un problème de lits d'hospitalisation. S'il faut hospitaliser quelqu'un, le malade peut se coucher sur ces lits. Vous allez voir l'état des lits même. Quand on consulte, on voit que le malade ne peut pas rester. On le renvoie à la maison et il revient faire les soins. Un état de besoin a été fait et adressé aussi bien aux autorités sanitaires de la région du Sud qu'à la mairie d'Ebolova 1er. En dehors de quelques descentes sur le site pour évaluer l'ampleur du travail à faire, aucun autre soin n'a été administré à ce patient d'un autre genre. Le maire a dit qu'il va faire quelque chose. Les experts sont arrivés, je crois, 2 ou 3 fois déjà pour faire l'évaluation du bâtiment. Et on attend parce que vraiment, si on ne fait rien, on va perdre ce beau bâtiment. Et comme si cela ne suffisait pas de travailler dans des conditions difficiles, le personnel pris en charge par la mairie accuse pas moins d'1 an d'arriérés de salaire. Si rien n'est fait dans l'urgence, il ne serait pas surprenant de voir bientôt cette structure sanitaire abandonnée définitivement dans la broussaille. Les signaux sont suffisamment au rouge. Toujours en santé, élection du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Les prétendants à ce poste contestent le scrutin du 18 janvier prochain décidé par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Ces derniers dénoncent des irrégularités du processus qui avait conduit au report du vote le 29 décembre dernier. Hubert Michel Kameni. C'est une nouvelle décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Ordre national des médecins du Cameroun, celle du ministre de la Santé publique, de programmer l'élection du bureau de cet organe après le rendez-vous manqué du 29 décembre 2022. Certains candidats pensent que le docteur Manaouda Malachi s'implique plus qu'il ne devrait dans ce scrutin. Quoi qu'il soit, la tutelle de l'Ordre national des médecins et que l'Ordre soit sous tutelle actuellement n'a pas le droit de dresser la liste des médecins.
La tutelle a reçu 2 listes de la part de l'Ordre national des médecins, la liste des médecins à jour ainsi que la liste des médecins qui sont inscrits. Comme lui, un autre candidat, Dr Fonkwa, évoque la non prise en compte de ces propositions qui serait un avis commun de sa dernière conférence de presse, à savoir permettre au conseil ou bureau sortant d'établir le toilettage du fichier électoral, d'autant plus que les candidats n'ont aucun justificatif pour le faire, tel que souhaité par le ministre de la Santé publique. Le problème, c'est le fichier électoral. Donc il faut absolument que ce fichier soit respecté, soit toiletté, comme on vous le dit. Si c'est fait, et je vous assure qu'on peut faire ce travail en 2-3 jours. De même, ils estiment qu'avant la tenue d'un quelconque scrutin, il faut au préalable vider le contentieux électoral et mettre de côté les candidats qui ne sont pas en règle, tout en permettant à tous les médecins sans distinction de prendre part aux élections. Le fait que les bureaux antérieurs sont frappés par des problèmes d'illégalité, alors cela, par conséquent, affecte également les cotisations. Laisser les procurations être utilisées reste une approche qui met en danger la transparence du processus électoral. On l'avait déjà constaté la dernière fois avec des procurations qui étaient fantaisistes. Donc il faudrait laisser les médecins voter uniquement en présentiel, annuler les procurations et finalement, les médecins ne sont pas responsables du chaos du 29 décembre. Dans cet élan, ils sont rejoints par le syndicat national des médecins du Cameroun qui parle d'une incohérence dans le processus électoral, notamment le non-respect des résolutions de l'Assemblée générale constitutive du 13 mai 2022, de l'absence d'un fichier électoral fiable et validé par les membres du Conseil sortant, entre autres. Un état de fait qui, selon le syndicat, ne plaide aucunement à la faveur d'une élection consensuelle. Et la suite, on le saura dans les tout prochains jours. Cap à présent sur le département du Mungo où les commerçants du marché de Melon sont sans eau ni électricité et route 2 ans après l'arrivée du nouvel exécutif communal. Ces derniers ont fait entendre leur voix au moment où se tenait le conseil municipal. D'autres précisions dans ce reportage de Julien Guignondi et Jacques Molon. Le marché de Melon dans le département du Mungo plongé dans le noir depuis plusieurs mois. Les commerçants qui vivent mal cette situation énumèrent entre autres quelques problèmes qui les empêchent de vaquer paisiblement à leur occupation. Leurs plaintes touchent principalement le réseau routier, électrique et même la problématique liée au recasement des boutiques détruites dans cet espace marchand. Le marché n'a pas de part et d'autre, l'électrification n'est pas encore complète. Oui, et puis dans le marché, nous n'avons pas encore suffisamment d'eau. Il y a de l'eau, mais nous n'avons pas de points d'eau spécifiques où nous pouvons nous ravitailler en eau. On nous a depuis, nous qui étions dans des conteneurs, bien après on nous a fait comprendre que ceux des conteneurs n'avaient plus place. C'était pour que nous puissions aller ici. Qu'ils cherchent aussi à remédier notre situation. Des doléances portées auprès du maire lors du récent conseil municipal. Jean Kouété promet de mettre les bouchées doubles pour pallier ces manquements. Les trous sont partout ici, les routes, c'est un arrondissement purement enclavé. Mais ne pouvant pas satisfaire tous les villages, nous nous donnons l'esprit de faire le maximum de ce que nous pouvons, parce que le marché de Melon est reconnu comme l'un des marchés, sinon le premier marché du Mungo. 1,463 217 000, c'est donc le budget arrêté et équilibré en recettes et en dépenses par l'exécutif communal de Melon pour l'exercice 2023. Le maire a également profité des assises pour décrire les difficultés liées au recouvrement des dettes, l'impact de l'augmentation généralisée des prix de certains produits de grande consommation et de matériaux de construction sur le coût de réalisation de certains projets communaux. Et les populations de Danko flouées dans l'exploitation d'une carrière dans leur localité. Elles dénoncent la complicité des autorités administratives dans la spoliation de leurs biens. Voilà 2 ans déjà. Joël Essengue et Gizogo. Nous sommes à l'entrée de la carrière de Ndanko, petite localité de l'arrondissement de Nkola Famba, dans le département de la Mefou à Famba, région du centre.
En cette matinée, des riverains sont en colère. Pour exprimer leur mécontentement, l'entrée de la carrière est barricadée et les activités totalement à l'arrêt. Quand les Chinois sont venus, c'est qu'à moi qui sont entrés. Et c'est moi qui amenais ces gens en brousse. Parce que la carrière là, c'est dans notre site. J'ai trouvé bon d'appeler le chef de groupement parce que ce n'est plus un problème tel que. Et quand nous sommes partis chez le chef de groupement, les Chinois ont pris la parole qu'on a besoin que chacun soit content. Les populations riveraines dénoncent les méthodes utilisées pour arriver à les indemniser. Le chef de groupement nous trompe et reste tranquille. Le délégué de l'agriculture, quand il est même venu, il marche dans les plantations, il ne comptait rien. On s'est querellé devant le public pour lui faire comprendre que ça, ce n'est pas une façon de faire le travail. Au final, pour elle, cette carrière s'avère être une source de paupérisation. On se retrouve que les engins entrent ici et commencent à nous détruire le cacao. Vous-même, vous pouvez voir, pour un villageois qui ne compte que sur le cacao. Moi, par exemple, comme ça, j'étais un plus grand planteur d'ici. Par une seule vente, j'ai plus d'1 million de francs. Je me suis retrouvé à 3 millions et poussière comme dédommagement. Pourtant, pour l'entreprise chinoise et les autorités de Mfou, la page est tournée, les indemnisations ayant été faites au profit des populations riveraines impactées. Que ce n'est pas la carrière elle-même qui est à la commande de ces indemnisations. Il y a toute une commission qui est commise par le préfet. Il y a au moins 5 délégations départementales qui sont mobilisées pour venir sur le terrain, trouver les chefs et les riverains pour évaluer la séance tenante, les parcelles avec mise en valeur. Mais cette recension des procédures, avec tout leur côté légal, est balayée d'un revers de la main par les riverains qui parlent de corruption à ciel ouvert. Et ce qui devait revenir aux familles, ils l'ont perçu en fou, plus de 400 millions. Plus de 400 millions, il faut qu'on dise les choses comme telles qu'elles doivent être dites. Plus de 400 millions par le préfet, il s'appelait Ndigdan. Il m'a dit en face que le Cameroun n'est pas parfait. D'ailleurs, au moment où l'équipe d'Equinox Télévision tournait ce reportage, la compagnie de gendarmerie de Mfou, le maire et le délégué départemental du ministère des Mines sont arrivés très rapidement sur les lieux et les barricades ont ainsi été levées. Rien n'y fait, les riverains de Ndanko se disent désormais condamnés à être pauvres, réduits qu'ils sont à se contenter de ce qu'ils qualifient de miettes. Imaginez-vous, des familles qu'on a détruites, on détruit les maisons, on a détruit toutes les cultures, ils n'ont plus rien. 1 million après 3 mois. Et combien de personnes partageaient les 1 million? 5 familles impactées. Déjà que des indemnisations n'ont pas été bien faites. Tous en fou sont déjà corrompus. En fou, on ne peut plus rien. Entre l'entreprise chinoise et les riverains de Ndanko, c'est la guerre d'usure qui a donc cours. La division régionale de la police judiciaire pour l'Ouest met hors d'état de nuire 5 présumés malfrats. La vingtaine sonnée, 7 délinquants avaient fait perdre le sommeil aux habitants de plusieurs quartiers de Bafoussam. Vivien Tonfak et Robert Kenny. Âgés entre 20 et 22 ans, ces jeunes ont réussi à se faire une sinistre réputation dans les milieux de sécurité où ils sont présentés comme de dangereux individus ayant, au cours de l'année 2022 seulement, perpétré une quarantaine de braquages spectaculaires dans plusieurs quartiers de la ville de Bafoussam. Depuis janvier 2022, les populations de la ville de Bafoussam en général et celles des quartiers Sokada, Brasserie et Gabomba étaient confrontées aux affres de ce gang qui s'est illustré en commettant plus d'une quarantaine de braquages spectaculaires. Donc, armés de machettes, ces individus entrent dans les domiciles de force à l'aide de matériel sophistiqué et lorsqu'ils sont dans ces domiciles, ils dépossèdent les résidents de leurs avoirs et des numéraires. Activement recherchés depuis le mois de juin 2022, après leur évasion d'une cellule, ils ont finalement été happés le 31 décembre dernier à Bafoussam et Douala par les fins limiers de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest. C'est à la suite d'un renseignement judiciaire qu'en date du 31 décembre, le prénommé Esprit, membre de ce redoutable gang,
sera interpellé à 23 h au niveau du quartier Auberge, alors qu'il tentait d'écouler certains produits d'un braquage. Exploité sommairement, ce dernier va nous indiquer la position des autres membres du gang qui se trouvent à Douala, particulièrement dans les quartiers Village et Ndogbassi. Nous avons directement rendu compte à notre hiérarchie qui nous a demandé de prendre la route. Nous nous sommes immédiatement rendus à Douala où nous avons débusqué ces malfrats dans les quartiers Ndogbassi et Village avec des écrans plasma, des ordinateurs portables et des téléphones, ainsi que leur matériel de travail constitué de machettes. Désormais hors d'état de nuit, ces présumés malfrats seront mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes qui décideront de leur sort. Lutte contre le trafic de stupéfiants au quartier Makea, les forces de maintien de l'ordre détruisent plusieurs habitations réputées des foyers de consommation de drogue et de chanvre indien. Cette opération d'assainissement dans cette partie de Douala 2e est en cours depuis quelques jours. Innocent Abega, Ulrich Konomala. Des bandes de jeunes fumeurs de drogue en errance, fuyant la police et nos caméras, à la quête d'un nouveau refuge. Leurs abris, détruits sur instruction du préfet du Vouri, étaient considérés comme des temples de consommation de stupéfiants. Le sous-préfet a pris une résolution par rapport à ce fléau. On a mis ces maisons sur la terre parce que c'était leur local. Donc ils se logeaient dedans. Bon, depuis qu'on a détruit, en journée, il y a peu de gens et dans la nuit, c'est sec. Une des consommatrices sur le site nous relate le type de drogue consommée dans ces lieux. La taille, le caillou, la graine, ce qui nous prend maintenant la tête, la graine qui existait maintenant. La taille même n'a plus de sens. Mais ils ont sorti une nouvelle drogue maintenant qu'on appelle la graine. Cette opération, menée par les forces de sécurité, vise notamment à toiletter l'une des plus grandes zones de consommation de drogue dans la ville de Douala, mais aussi à redonner le sommeil aux populations de ce quartier. On a retrouvé un peu le sommeil parce que grâce à notre chef et la gendarmerie qui est là, le sous-préfet, on a quand même retrouvé le sommeil. Même si quand la gendarmerie tourne le dos, ils reviennent, quand la gendarmerie tourne le dos, ils reviennent, mais on va faire comment? Il y avait des nuits, les gens ne dormaient pas ici dans la nuit. Les motos par-ci, par-là, les gars qui sortent. Et effectivement, ceux qui fument même ne sont pas les gars qui sortent de Makea. En raison de la délinquance et de la consommation des stupéfiants de toute nature, Makea est depuis réputée zone à haut risque par les autorités. Devant nous, des gendarmes en faction mettent le grappin sur un jeune commerçant de drogue en flagrant délit. Dans un quartier gangréné par le trafic de drogue, la chefferie de Makea a mis sur pied un comité de vigilance pour venir en appui aux forces de sécurité. Ce jeune homme à la quête du crack, sans le savoir, vient de demander des services au président du comité de vigilance. Je suis responsable du comité de vigilance. Ce monsieur Arasta, il vient me trouver. Comme il ne me remarque pas comme membre du comité de vigilance, il me tend de l'argent qu'il veut la drogue. Depuis qu'il y a eu le désordre où le sous-préfet est descendu sur le terrain pour casser certains ghettos, nous avons doublé d'ampleur. Dans la nuit, nous avons 10 personnes qui travaillent. En journée, nous avons 7 personnes. Si une frange de la population se plaint de ce sont les consommateurs des autres quartiers qui viennent inonder et polluer Makea avec la drogue. Certains ici reconnaissent tout de même la présence des puissants dealers dans le quartier. De suivre un reportage de Théophile Tchouke et Jean-Paul Mboyo. Et pour réaliser de tels exploits, cela nécessite une bonne formation de nos forces de maintien de l'ordre. Les commandants d'une unité de la gendarmerie nationale sont en mission d'études dans la ville de Douala. Il s'agit pour l'école d'application des officiers de ce corps d'arrimer leur savoir-faire à l'évolution technologique. Innocent Bega, Ulrich Ngodomala. Ils sont exactement 61 commandants d'unités de la gendarmerie nationale rendus dans la métropole économique. Cette descente s'inscrit dans le cadre de leur stage de perfectionnement
organisée par l'école d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Cette mission d'étude au sein de plusieurs structures d'une importance stratégique, économique et sécuritaire, comme la Légion de gendarmerie du littoral ou les entreprises agroalimentaires, permettra aux officiers stagiaires de confronter la théorie à la pratique. Une phase d'apprentissage très importante surtout pour les délégations étrangères comme le Congo et la République centrafricaine, dont les pays présentent aussi des grands enjeux sécuritaires. On sort d'une crise très lointaine depuis des décennies et là actuellement nous sommes en reconstruction. Nos forces sont en reconstruction et grâce à la relation avec le Cameroun qui ne cesse de nous appuyer, qui ne cesse de former des cadres de notre pays. Avec tout ce qu'on a appris ici, une fois au pays, on va essayer de mettre ça en pratique pour que petit à petit, nous allons également donner la confiance à notre population. Le défi d'exécuter les missions de la gendarmerie demande beaucoup d'aptitudes. Il est donc nécessaire pour le haut commandement de développer les compétences des officiers stagiaires et d'affiner leur technique de travail dans la planification et la conduite des opérations. Les stagiaires auront donc une vue d'ensemble, ça va conforter leur raisonnement, ça va conforter leur façon d'appréhender les problèmes pour qu'au sortir d'ici, nous puissions avoir des gens aptes, des gens outillés, ayant tous les armes nécessaires d'évoluer dans un environnement sécuritaire difficile tel que nous avons ici à Douala. Au finish, nous aurons des bons commandants de compagnie, puisque c'est ça, à la fin de ce stage, nous pouvons également avoir de très bons commandants d'escadron et puis des responsables au niveau de l'administration centrale très élevés. Créée en juillet 2022, l'école d'application des officiers de la gendarmerie nationale est née de la volonté du chef de l'État pour arrimer ce corps de l'armée camerounaise au progrès technologique. La première cuvée de cette école achève sa formation le 27 janvier de cette année. Hors de nos frontières, annulation et report planent sur l'élection présidentielle au Nigeria, plongé dans un climat d'insécurité. À un mois du scrutin, ce pays connaît d'attaques ou une série d'attaques djihadistes pouvant perturber la course des 18 prétendants à la succession du président sortant Muhammadu Buhari. Kemazu Matida, Nadinyam. Sur le profil des candidats en course pour succéder à Muhammadu Buhari à la tête du pays, 3 prétendants font la une de la scène politique nigériane. Le premier, Bola Ahmed Tinubu, 70 ans, est resté une figure influente depuis son départ du poste de gouverneur de la province de Lagos en 2007. Candidat du parti au pouvoir, il a succédé à Buhari à la tête de l'APC. Deuxième candidat à ce scrutin présidentiel, Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire PDP. Il est une figure de proue de l'opposition nigériane. Âgé de 76 ans, il avait été défait à l'élection de 2019. Comme mérite, il a occupé les fonctions de vice-président sous Olusegun Obasanjo jusqu'en 2007. Troisième prétendant, Peter Obi du Parti travailliste. Il entend créer la surprise le 25 février prochain sur la base de plusieurs sondages qui le donnent favori au sein de l'opposition à la course présidentielle. Sa principale ambition, défaire les vieux partis. Il bénéficie du soutien de l'ex-président Olusegun Obasanjo. Surnommé le Macron de la politique nigériane, Peter Obi, 61 ans, entend incarner le changement tant souhaité par la jeunesse de son pays. L'homme d'affaires a d'abord été candidat au poste de gouverneur en 2003 sous la bannière du parti dominant l'APC, puis colistier du candidat PDP à l'élection de 2019, année au cours de laquelle il rallie le parti travailliste. À un mois du scrutin, la commission électorale s'inquiète de la montée en puissance de l'insécurité, avec la recrudescence des attaques djihadistes au nord-est et l'insurrection séparatiste au sud et centre du Nigeria. Un climat d'insécurité qui fait planer l'idée d'une annulation ou un report de l'élection. En 2 mois, l'INEC a déjà recensé 50 attaques, dont certaines dirigées contre ses bureaux. À ces 3 favoris,
15 autres prétendants n'entendent pas jouer les figurants dans cette course à la présidentielle au Nigeria. Et les pays aux principes démocratiques et prouvés sont-ils en régression dans la pratique du plus vieux système politique du monde? La question est plus que d'actualité au moment où, avec l'assaut que viennent de lancer les pro-Bolsonaro contre le siège des institutions de la République fédérative du Brésil à Brasilia, rappelant ainsi l'attentat ou l'attaque du Capitole aux États-Unis. Le décryptage d'un expert dans ce reportage de Christine Babonda. Coup d'État ou coup d'éclat, les lieux des trois pouvoirs ont été vandalisés au Brésil. Une attaque frontale contre la démocratie brésilienne. On a démontré que le Brésil pouvait passer, d'une situation normale au chaos en quelques heures seulement. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le début du troisième mandat du président brésilien Lula devra faire face au bolsonarisme, un mouvement radical de l'extrême droite perçu comme une première menace à la santé de la démocratie brésilienne. Quand les manifestants encouragent déjà l'armée à prendre le pouvoir, pour eux, c'est qu'ils mettent la démocratie de côté. Le message pour moi, c'est qu'ils peuvent piétiner. Ils peuvent piétiner la démocratie à tel objectif. Le Brésil, c'est une nation qui vit ou qui a vécu sous les Bolsonaro dans une forme de capitalisme avancé. Parce que le Bolsonaro a pris un certain nombre de mesures qui a donné du pouvoir à un certain nombre de lobbies. Parce que tout le monde se pose la question. Comment ces gens ont-ils pu être financés jusqu'à pouvoir accomplir ces assauts? Semblable à l'assaut du Capitole il y a 2 ans aux États-Unis, cette autre insurrection révèle la faiblesse des dirigeants soumis au pouvoir des lobbying. Il y a eu des collaborations entre certains hauts gradés de l'armée et même certains hommes politiques. Parce que l'on ne peut pas entrer dans toutes ces antennes d'un palais présidentiel d'un grand pays comme ça sans que les... Parce qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu un coup de semence pour essayer d'éloigner les manifestants. Cela démontre que les institutions sont fragiles ou fragilisées quand les hommes politiques sont soumis à des lobbies financiers. L'escalade antidémocratique du Brasilia, qui a désacralisé les symboles des institutions, interpelle ainsi les autres États. Si on n'a pas un État qui est fort, si on a des États qui se laissent contrôler par un certain nombre de mouvements lobbyistes, ça va être parfois, on peut assister à ce type de choses. Des milliers de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro avaient saccagé le palais des congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême dimanche dernier, une semaine après l'investiture du président Lula. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas. Retrouvez dans une poussière de secondes Jean Kizogo pour la deuxième partie d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Très bonne soirée à tous.